Je voudrais aujourd'hui vous parler ou vous reparler de la lucidité mélancolique avec laquelle on peut voir, en tout cas moi je vois, l'espoir d'une révolution des libertés s'éloigner. Alors cette révolution des libertés, moi j'y ai cru, je l'ai espéré, notamment dans la foulée du Covid, de ces moments où nos libertés individuelles ont été fortement attaquées au nom de la protection du groupe qui était, pour moi en tout cas, une très belle manipulation. Moi j'ai espéré cette révolution et puis je constate quand même que 5 ans après, 6 ans après, 5-6 ans après, voilà, date à date, eh bien cette espérance était vaine. Et au fond, ceux qui, à un moment donné, se sont réveillés pour dire « mais non, vous ne pouvez pas attaquer mes libertés », se sont globalement, majoritairement rendormis. Et aujourd'hui, nous devons bien constater qu'au fond, l'espérance d'un redressement national, d'un redressement collectif, d'un redressement français venant de ses forces intérieures, eh bien cet espoir est très compromis. Je voudrais vous dire comment vous adapter à cette nouvelle donne et au changement du monde. J'ai déjà fait des vidéos sur cette adaptation, mais je vais essayer quand même de vous dire quels sont les éléments qui me font penser que la révolution libertarienne que nous espérions, naïvement, je le confesse, ou en tout cas avec l'espérance des croyants, cette révolution, de mon point de vue, n'arrivera pas et il faut en tirer les conséquences et je vais essayer de vous dire comment nous adapter à cette nouvelle donne ou à ce que je crois être un tournant d'une période de 5 ans qui a existé, 5-6 ans, et aujourd'hui nous allons vivre autre chose. Voilà. Je vais vous dire d'abord, pourquoi je vous dis que pour moi c'est mort, 2, comment s'adapter. Alors pourquoi c'est mort? C'est parce que je regarde ce que dit Donald Trump, je regarde le comportement de Donald Trump, je regarde les réactions des influenceurs qui à une époque ont dénoncé un certain narratif liberticide, mondialiste comme on disait à l'époque, et je vois qu'aujourd'hui certains d'entre eux sont les toutous de Donald Trump et sont prêts à justifier tout et n'importe quoi. Et quand on écoute l'intervention télévisée de cette nuit, heure de Paris, de Donald Trump, on se dit qu'il y a un problème d'abord dans la conduite américaine de la guerre, ensuite même un problème de mon point de vue de sénilité ou de folie de Donald Trump qui sort de son rôle de chef d'État désormais pour... il est ailleurs, il est dans une autre dimension. Il est dans une vision, j'allais dire, éminemment individualiste de l'histoire. On a l'impression que la puissance américaine est devenue le jouet de ses caprices et qu'il l'utilise pour s'enrichir personnellement, ça c'est sûr, pour satisfaire ses folies, ses caprices, sa névrose de pouvoir, ça j'en suis convaincu. Et aujourd'hui, on voit l'ordre du monde dans ce que ça peut avoir de critiquable à l'origine d'ailleurs. On voit l'ordre du monde, l'économie mondiale, la prospérité occidentale très lourdement menacée par l'inconstance du président Trump et ça pose un vrai problème. Et je me souviens de ceux qui, avant l'élection de Trump, annonçaient que c'était un magicien avec sa baguette magique. Et on voit aujourd'hui que rien de tout ça ne se produit. Au contraire, le monde est plus que jamais au bord du gouffre. Il y a plus de guerres depuis Trump que pendant plusieurs présidents démocrates, pendant plusieurs présidences démocrates. Et la fragilité de l'Occident, avec notamment ce choc pétrolier qui est en train de se produire sous nos yeux et que tout le monde cherche à nier pour se rassurer, mais oui, il arrive, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Tout ça est consternant, hein. J'en profite pour parler des autruches. J'entends bien que ceux qui aiment Macron, ceux qui ont défendu le pass sanitaire, les mesures de confinement, qui trouvaient que c'était très bien de devoir présenter ses papiers à la terrasse d'un café pour pouvoir continuer à mener une vie normale. Je me souviens si de gens proches de la sphère conservatrice, je ne citerai pas de nom, mais notamment d'une avocate fiscaliste qui se prétendait intellectuelle et libertarienne et qui m'avait appelé un soir d'août 2021 pour me dire « mais t'es d'accord Eric pour dire que
pour retrouver une vie normale, c'est normal d'avoir un pass sanitaire. Je dis, tu fais ce que tu veux, mais bon. Tout ça, c'est la sphère, le Figaro, etc., Figaro Vox, tous ces gens qui jouent aux donneurs de leçons aujourd'hui et qui sont en réalité aux ordres d'un système. Leur métier, c'est d'enrober, le métier, c'est ça, du Figaro Vox et autres, c'est d'enrober de façon acceptable un ordre qui est profondément autoritaire en faisant croire à des gens qui se pensent conservateurs et patriotes que l'ordre actuel est un ordre fait pour des patriotes, pour des nationalistes, pour des attachés aux traditions, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Plus que jamais, nous vivons une imposition d'un ordre mondialiste où nos traditions, notre identité profonde n'a plus sa place. Mais donc je me souviens que ces gens-là m'expliquaient que c'était de bon sens que d'adhérer aux mesures liberticides du Covid, et ces gens-là aujourd'hui adorent. Je mets dans le même sac les lecteurs assidus du Figaro et les lecteurs assidus du Monde, les macronistes et les conservateurs, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc central, qui se retrouve dans le bloc central, et même au-delà, parce qu'il ne faut pas oublier que Zemmour n'a jamais dit un mot sur Zemmour est un mondialiste, évidemment. On y reviendra dans les colonnes du Courrier. Mais je me souviens que ces gens-là, à une époque, disaient « mais nous sommes des gens rationnels contre les complotistes qui sont fous ». Enfin, ces gens rationnels soutiennent aujourd'hui massivement une guerre, une stratégie militaire qui est en train de nous mettre à genoux. Et ils font les autruches, ils refusent de voir que le choc pétrolier arrive, que l'économie mondiale va être ruinée par cette guerre absurde, et que cette guerre ne profite qu'à un État, je suis désolé de le dire, c'est Israël, tous les autres seront par terre, l'Iran comprise. Peut-être que ça profite un peu à la Russie, parce que Poutine peut bénéficier de recettes pétrolières réaugmentées, si j'ose dire, donc ça fait ses affaires. Mais globalement, ceux qui se prétendent rationnels dans le bloc central, dans les normises, montrent leur irrationalité et leur cécité profonde, puisqu'ils défendent une stratégie qui est en train de les ruiner, et de les ruiner à une vitesse grand V. Autant quand il s'agissait de faire du social et de ruiner l'État, de ruiner les finances publiques pour maintenir la paix sociale en France, on pouvait se dire c'est une mort lente et puis finalement douce, mais là ce que nous allons vivre avec la guerre en Iran est une mort brutale et douloureuse. Et on va voir l'inflation arriver, ça va être très méchant, hein, il faut en avoir conscience. Le problème c'est que la machine s'est mise en œuvre pour interdire ces paroles de liberté que je viens de proférer, et qu'au fond, elle combat tous ceux qui sortent, toutes les autruches qui ont envie de sortir la tête du sable. Ceux-là sont désignés comme des asociaux, des complotistes, des extrémistes de ceci, des extrémistes de cela. Donc, moi, ce que je crois, c'est que face à cet aveuglement général, face à cette servitude volontaire qui domine les consciences en France, y compris chez ceux qui se pensaient éveillés, y compris chez ceux qui ont contesté le narratif covidien, comme on a dit, y compris chez ceux-là qui aujourd'hui sont les principaux défenseurs de toutes les absurdités qui ont mené au narratif covidien. Je pense à la sécurité sociale, quand je dis des gens qui combattaient le pass sanitaire et qui aujourd'hui disent « vive la sécurité sociale, vive l'hôpital public et vive les cotisations qui vont avec », je me dis « mais vous n'avez rien compris. Si au moins un quart de la population française a accepté le vaccin, la mort dans l'âme très souvent, hein, et souvent en faisant vacciner le coussin, comme on a dit, je connais beaucoup, si une grande partie de la population française, une forte minorité, a accepté ça, c'est parce que les gens n'avaient pas d'économie devant eux, donc ils n'avaient pas de patrimoine, ils n'avaient pas de ressources. Donc si ils étaient mis à la porte de leur boulot, ils perdaient tout. Et pourquoi ils n'ont pas de patrimoine, ces gens-là? Parce qu'il y a une fiscalité en France qui est confiscatoire, et cette fiscalité confiscatoire s'explique d'abord par l'omniprésence de la sécurité sociale, qui nous tue. Bon. Qui nous empêche toute forme de liberté et d'autonomie par rapport à l'État. Et quand je vois aujourd'hui ceux qui ont dénoncé la politique liberticide durant le Covid et qui me disent « mais la sécurité sociale c'est génial, il ne faut pas y toucher »,
Je me dis, mais vous n'avez rien compris, ils vous ont récupéré. Voilà. Donc, quand je dis ils vous ont récupéré, je pense effectivement qu'il y a une guerre de l'information qui est livrée et qu'il y a des influenceurs qui se font passer pour des gens hostiles au pouvoir et qui sont en réalité largement financés ou protégés par les institutions françaises pour neutraliser toute forme de dissidence ou de contestation. Voilà, et je peux le documenter, ce point de vue n'est pas complotiste, un point de vue que je peux documenter et par des anecdotes personnelles et par des éléments précis. Voilà. Bon. Il suffit de regarder ceux qui mettent quotidiennement en cause l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle de Brigitte Macron sur les réseaux et qui le font en puissance industrielle et qui ne sont jamais mis en cause par les Macron, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été inclus dans l'affaire de cyberharcèlement. Ça pose quand même question. Les amitiés de Ludovic Schacker, qui est le premier salarié d'En Marche en 2017, avec certaines figures des chaînes qui aujourd'hui, notamment sur Internet, gratuitement, parlent pratiquement tous les jours de Brigitte Macron est-elle un homme? Comment se fait-il que ces gens qui ont des liens avec la Macronie n'aient pas été attaqués en cyberharcèlement par les Macron? Je me pose quand même la question. Bon. C'est qu'il doit bien y avoir à un moment donné un arrangement quelque part. Bon. Donc dans cette affaire, ce que je voudrais dire, c'est que je prends acte à titre personnel du fait que l'espérance d'une révolution libertarienne est aujourd'hui morte et que nous devons, en tout cas pour ma part, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut reprendre la logique de Ayn Rand, l'auteur de ce roman fleuve qui s'appelle La Grève, qui est au fond la logique de individuellement, nous devons faire sécession du système et nous devons individuellement nous prendre en main pour nous armer face aux évolutions de l'espèce, je n'ai pas peur de le dire, qui nous sont imposées par les ruptures technologiques et par le changement profond dans l'ordre du monde. Je dis deux mots sur ce changement dans l'ordre du monde. C'est la guerre en Iran, c'est l'opération au Venezuela de Donald Trump. Là encore, moi je ne défends pas Maduro, moi je suis libertarien, je n'ai aucune sympathie pour le système vénézuélien et pour l'idéologie ni de Chavez ni de Maduro. Au contraire, ce sont mes amis personnels. Simplement, est-ce que cela signifie qu'un État a le droit de kidnapper, de tuer un chef d'un autre État qui ne lui plaît pas? Est-ce que le président des États-Unis a le droit de dire « je conteste la politique de Maduro, donc je le fais enlever, je le traduis en justice ». Est-ce que c'est ça le type de relation internationale que nous voulons? Donc moi, personnellement, qui suis libertarien modéré, si j'ose dire, je me souviens par exemple des positions d'un libertarien extrême qui est Murray Rothbard, un libertarien américain qui a fondé, qui a, j'allais dire, gravé dans le marbre le principe de non-agression. C'est qu'on n'a pas le droit d'agresser quelqu'un qui ne vous a pas agressé. Et là, j'entends bien que Donald Trump soit vexé parce que les États-Unis ont besoin du pétrole vénézuélien. Et j'entends bien que donc, Donald Trump considère qu'il vaut mieux l'avoir directement plutôt que de l'acheter. J'ai bien compris, on l'a tous bien compris. Mais c'est une agression qui est contraire au principe libertarien. Donc moi, je pense que l'ordre international fondé sur « je veux, je prends », même si ça ne plaît pas à celui qui détient la propriété des biens que je prends, est contraire à mes principes et à ma vision du monde. Personnellement, je suis très interrogatif lorsque je vois des gens qui se prétendent libertariens, défenseurs de la propriété privée, qui défendent ce type de stratégie. Et j'en connais un certain nombre. Je pense que ces gens-là posent question. Voilà, c'est qu'est-ce qui leur permet d'être aussi incohérents dans leur vision du monde. Mais donc cet ordre international, on voit bien qu'il est en train de basculer dans quelque chose qui sera tôt ou tard incontrôlable et qui ne pourra pas être durable, mais qui traduit aujourd'hui la contradiction profonde dans le capitalisme occidental, qui est probablement au bout d'un modèle, c'est-à-dire que le capitalisme occidental aujourd'hui n'est plus capable de financer
son mode de vie dans un cadre international tel qu'il a été fixé par les États-Unis en 1945. Et donc ça pose un problème. Donc face à ça, nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter à la révolution technologique. Donc ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, c'est que le Courrier des stratèges, référence libertarienne en France, a l'intention durablement de vous aider, de rassembler cette communauté d'individus qui ont renoncé d'une façon ou d'une autre à une construction collective telle qu'on a pu l'espérer. Et notre ambition est de donner des éléments et éventuellement de permettre à certains de révéler leur libertarisme, le libertarien qui sommeille en eux, ou la libertarienne. Le libertarisme n'est certainement pas un exercice masculin. Donc je le redis, Ayn Rand, grande romancière, lisez ces romans qui sont, j'allais dire, l'espèce de vitrine littéraire du libertarisme actuel. C'est une femme, donc n'hésitez pas si c'est important pour vous. Et donc notre ambition est de donner des conseils pratiques pour révéler à certains leur libertarisme et pour permettre aux autres de l'approfondir. Avec un point essentiel pour nous, c'est il faut que vous vous mettiez à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va changer beaucoup de choses. Statistiquement, beaucoup de libertariens sont des cols blancs, entre guillemets, donc des gens dont le métier est souvent menacé ou directement impacté par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et donc nous avons l'ambition de vous donner des moyens concrets. Hier, on a un rédacteur, comme tous les rédacteurs du courrier, puisque c'est que le courrier est marqué de red flags. Et donc pour protéger la carrière de ceux qui écrivent pour nous, nous faisons travailler les gens sous pseudonyme. Mais donc nous avons un diplômé informatique qui est bon connaisseur de l'IA, très bon connaisseur de l'IA, qui écrit sous le pseudonyme de Renaud Jacobs. Il a fait hier un article remarqué sur l'importance du markdown pour éviter les hallucinations de l'IA. N'hésitez pas à lire ces articles qui vont être réguliers sur le courrier. Il va publier aujourd'hui sur le courrier, alors ceux qui ne connaissent pas le courrier des stratèges, le courrier www.lecourrierdesstratèges.fr. C'est 7 articles par jour, 5 brèves, 2 analyses. Et Renaud Jacobs donc, produit des articles qui, pour l'instant, sont gratuits, mais on passera tôt ou tard sous le modèle payant pour ces articles. Il fait un article aujourd'hui sur quelle IA utiliser pour faire quoi, puisqu'il y a plusieurs produits IA, plusieurs produits d'intelligence artificielle. Et vous n'avez pas forcément conscience que ChatGPT en formule gratuite n'est pas la seule source d'IA, et bien au contraire, ChatGPT, de mon point de vue, ChatGPT version gratuite, c'est pas très bon, et il y a des IA qui sont beaucoup plus performantes, mais c'est vrai qu'il faut souvent payer, voilà, pour y avoir accès, et c'est pas toujours donné. Mais donc voilà, notre ambition, c'est de vous donner des armes pour vivre votre libertarisme, pour vivre votre sécession et pour vous adapter à un monde qui change à très grande vitesse. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vais vous dire, voilà, l'adaptation, c'est la définition même de l'humanité, la définition même de l'homme. C'est sa capacité à s'adapter aux changements de contexte et de circonstances. Et de garder son identité dans ces changements, de ne pas devenir une bête féroce, de ne pas devenir un barbare. C'est ça l'humanité. Eh bien, nous continuerons à défendre nos valeurs de liberté, de non-agression, et nous allons, autant que nous pourrons, vous aider à vivre ce même cap, ce même passage, et cette même, j'allais dire, permanence dans l'être. Continuer à être soi-même dans un monde qui change. Et continuer, rester son propre souverain dans un monde qui change. C'est ça notre ligne, c'est ça notre ambition. Sur ce point, n'hésitez pas à poser des questions, à nous poser des questions, à me poser des questions, pour apporter, donner des idées de sujets, nous exprimer vos interrogations essentielles, et que nous ayons l'occasion d'y apporter des réponses. Nous sommes là pour ça, et au fond, c'est cette solidarité que nous choisissons entre libertariens, c'est comment défendre
cette espèce de vieille race, si j'ose dire, de gens qui croient à l'individu, qui pensent que la réalisation d'une personne ne se fait pas dans le groupe, mais se fait dans l'individualité. Comment nous pouvons nous organiser, interagir, comme on dit, passer des contrats entre nous, pour que chacun apporte à l'autre ce dont il a besoin pour défendre au fond ces derniers des Mohicans que nous sommes. Voilà. Je voulais vous redire que je regarde avec une vraie mélancolie, une lucidité mélancolique, mais réellement mélancolique, cette espérance d'une France franque. Vous savez que pour moi les Francs, pas franco, mais le peuple franc, dont Charlemagne fut le plus illustre représentant. Charlemagne est à Liège, je le rappelle, et dont le trône est encore aujourd'hui à Aix-la-Chapelle, qui est de mon point de vue injustement en Allemagne, qui devrait être dans une grande France. Je voudrais, vous savez, donc, cette espèce de race des Francs, si j'ose dire, cette lignée des Francs qui était attachée à des vieilles valeurs comme la liberté, la responsabilité individuelle, l'absence d'État fort, l'idée que qu'au fond l'État devait être subsidiaire, l'idée que l'Église a repris en partie, notamment dans sa doctrine sociale. Hein. Eh bien, je pense que le dernier carré de ceux qui sont attachés à cette vision, ils ont intérêt à se parler, à se retrouver, à échanger, et au fond à voir dans quelle mesure ils peuvent coopérer librement. Si ça vous intéresse, bien rendez-vous dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Merci beaucoup.